Et bienvenue sur Public Sénat. Merci à vous de nous rejoindre. Allons plus loin encore ce soir. Voici le programme de cette émission spéciale consacrée à Jacques Chirac. Dans le grand débat, nous reviendrons sur Jacques Chirac et les institutions. On en parle peu, mais sous ses mandats, 14 réformes constitutionnelles ont été votées. 14 sur 24 depuis 1958. C'est notamment lui qui a transformé le septennat en quinquennat par référendum en 2000. Quel bilan aujourd'hui? On ouvrira le débat avec nos invités. Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Nous irons bien sûr en salle des conférences tout au long de l'émission. Nous recueillerons les réactions d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera avec vous, Tam Tranu. Et oui, on va parler de Jacques Chirac, ce qu'il fut et ce qu'il fit, avec la sénatrice LR, Laure Darcos, et puis le patron du groupe centriste ici au Sénat, Hervé Marseille. A tout à l'heure, Tam. Avant cela, retour sur l'hommage du jour. Plusieurs dizaines de chefs d'État ou d'anciens dirigeants étrangers, de responsables politiques de tous bords, des parlementaires, des membres du gouvernement. La France a rendu un dernier hommage à Jacques Chirac ce lundi 30 septembre 2019. On y revient avec nos invités après ce premier résumé de Jonathan Dupriez et Michael Spitzberg. Dans la cour des Invalides, devant 300 militaires de tous les corps et la garde républicaine, Emmanuel Macron passe en revue les troupes. Visage grave, le président observe une minute de silence devant le cercueil de Jacques Chirac, drapé de bleu, de blanc et de rouge. Après les honneurs militaires, le convoi funéraire rejoint l'église Saint-Sulpice pour un service solennel, sous les applaudissements des Français. Les plus proches de l'ancien président arrivent à Saint-Sulpice. Sa fille Claude et son gendre Frédéric Salabarou. Bernadette Chirac, très affaiblie, n'est pas présente à la cérémonie. Aux côtés des intimes, quasiment toute la classe politique française a fait le déplacement. Des anciens présidents, François Hollande, Nicolas Sarkozy, aux ex-premiers ministres comme Alain Juppé ou Lionel Jospin, chefs du gouvernement socialiste entre 1997 et 2002. À ces personnalités françaises s'ajoute une centaine d'officiels venus rendre un dernier hommage à leur ancien partenaire sur la scène internationale, à commencer par l'américain Bill Clinton. La dépouille de l'ancien chef d'État fait son entrée dans la nef centrale de l'église, au son du requiem de Gabriel Fauré. Dehors, une immense foule d'anonymes assiste à la messe. Des Français très émus par la disparition de ce monstre sacré de la politique française. C'est la France qui perd un de ses pères. Faut bien partir un jour, mais bon, c'est un adieu, quoi. C'est triste de le voir partir. Il nous représentait bien à l'étranger, c'était un homme proche de tous ses concitoyens. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'hommage qui lui est rendu et le nombre de gens qui se déplacent. Jacques Chirac a ensuite été inhumé en privé au cimetière du Montparnasse, selon le souhait de son épouse. Un hommage particulier sera rendu à l'ancien chef d'État en Corrèze, les 5 et 6 octobre prochains. Et avec nous pour cette émission spéciale en hommage à Jacques Chirac, Hélène Conway-Mouret, bonjour. Vous êtes sénatrice PS des Français établis hors de France. Philippe Dallier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Sénateur LR de Seine-Saint-Denis, vice-président du Sénat. Christine Albanel, bienvenue. Vous étiez ministre de la Culture et de la Communication sous le mandat de Nicolas Sarkozy, mais vous avez été la plume de Jacques Chirac à l'Élysée entre 1995 et 2000. Et une excellente plume, nous dit Roger Carucci, que je présente donc, puisque c'est notre 4e invité, Monsieur Carucci, sénateur LR des Hauts-de-Seine. Bienvenue à tous les 4. Je voudrais d'abord qu'on fasse peut-être un premier tour de table sur cette journée que vous avez vécue au plus près. C'était un dernier au revoir des Français, mais le vôtre aussi à Jacques Chirac. Christine Albanel, comment vous avez vécu les choses? Comment vous avez vécu cette journée? Je l'ai vécu comme tout le monde, avec beaucoup d'émotions. Moi, personnellement, j'étais à la messe privée, celle de 9h30, à laquelle Madame Chirac a pu assister. Et là, c'était un petit peu les proches, c'était les équipes de l'Élysée. Et c'était très émouvant, évidemment, beaucoup moins grandiose qu'à la messe de Saint-Sulpice. Mais c'était un moment fort où la famille s'est un peu regroupée, parce qu'il y avait vraiment une famille chiracienne, je peux dire. Et dont tous les membres, ça a été toujours lucide, mais très, très solidaire entre eux, et très ému, en tout cas, d'être là et de se retrouver. Vous avez pu échanger quelques mots avec Bernadette Chirac? Non, on n'a pas, personne en plus n'a échangé. Elle est arrivée, tout le monde était déjà installé, elle est repartie, juste un tout petit peu, vraiment tout à fait à la fin de la cérémonie. Non, elle n'était pas trop fatiguée probablement.
Philippe Dallier, vous avez vous aussi participé à cet hommage à Jacques Chirac, à cette messe? J'étais à Saint-Sulpice, oui. C'est vrai que c'était une cérémonie très émouvante pour ceux qui sont très attachés à Jacques Chirac, et puis une cérémonie simple également. La famille n'avait pas voulu de discours, je pense que c'était une très bonne idée. Voilà, une cérémonie simple et à l'image de Jacques Chirac, avec beaucoup de monde, beaucoup d'invités. Beaucoup de chefs d'État. On n'a pas cité le président Poutine, mais voilà, ça marque aussi ce que Chirac représentait en termes d'image de la France dans le monde, son action. Et je pense que cette cérémonie était à la hauteur de l'événement et à la hauteur du personnage. Et on y viendra évidemment dans un instant, cette image de Jacques Chirac à l'international. Hélène Conway-Mouret, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui vous a frappé? On parlait en regardant les images peut-être de la jeunesse aussi du public, ça vous a frappé? Oui, il y avait à la fois la génération qui a été au pouvoir avec Jacques Chirac. Et puis, moi, je trouve que c'est bien, en effet, d'avoir des jeunes. Moi-même, ce matin, je suis allée en tant que vice-présidente du Sénat. C'est un hommage républicain, mais également, personnellement, c'était important parce que Jacques Chirac, comme François Mitterrand, fait partie de mon enfance, fait partie de mon adolescence. Et puis ensuite, à l'étranger, vous savez, on est très attaché à la parole de la France, qui est forcément celle du président de la République, avec des moments d'émotion forts, où on est très fiers de ce que le président français a pu dire. Et je crois que depuis 2 jours ou 3 jours, les phrases célèbres et les moments célèbres ont été rappelés par beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a des images fortes, il y a des mots qui sont forts. Et quand on est à l'étranger, tout ça est important. Donc il y a cet attachement qui est un attachement personnel avec un président qui, pour les étrangers, je crois, cocher toutes les cases de ce que l'on aime en France. Autant on n'aime pas l'arrogance, le donneur de leçons, enfin tous les défauts le côté râleur qu'on vous attribue, mais on aime personnage qui aime la bonne chair, qui aime manger, qui aime boire, séducteur, séducteur. Et donc, François... On est souvent dans la caricature à l'étranger, c'est normal. et donc Jacques Chirac, je crois, utilisait sa stature, utilisait sa belle voix pour aussi charmer et séduire, absolument. Et ce qui revient dans les hommages qui ont été publiés depuis 2 ou 3 jours, c'est le terme « ami ». De l'étranger, beaucoup de chefs d'État parlent de Jacques Chirac comme un ami. Alors bien sûr qu'ils avaient une relation protocolaire, mais je crois qu'il est allé au-delà et à chaque fois, il y avait ce contact humain, notamment en Afrique aujourd'hui, avec souvent les fils de ceux avec lesquels il a échangé. Et on va y venir. Et donc, il y avait une sorte de figure un peu paternelle aussi. Et vous, Roger Carucci, qu'est-ce que vous retenez de ces hommages? Est-ce que vous trouvez qu'ils ont été fidèles au personnage qu'était Jacques Chirac? Vous avez été frappé par des choses? Une fois qu'on est mort, il est assez rare que les gens vous jettent des pierres, encore que certains ne se sont pas privés quand même. Mais oui, moi je pense que, alors c'est vrai, à l'intérieur de Saint-Sulpice, c'était plutôt les corps constitués, les anciens ministres, les parlementaires, c'était pas très jeune. Mais sur la place Saint-Sulpice, là où il y avait beaucoup de public, et on a bien fait de sonoriser la messe à l'extérieur, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens issus de tous les milieux, comme diraient certains, c'était le métro à 18h, donc c'était vraiment très mélangé, pas un public ciblé. Et c'est ce qui a fait Chirac, ce qu'a fait la création du RPR, puis la création de l'UMP, cette espèce de volonté de rassemblement, cette volonté de passer au-delà des clivages. Quand on demandait à Chirac, est-ce que vous vous sentez de droite, est-ce que vous regrettez votre passé plutôt de gauche et tout, je ne dis pas qu'il ne comprenait pas, mais il disait mais tout ça n'a aucune importance, l'essentiel c'est de bien faire les choses pour la France. Et les gens le comprenaient, même si on n'était pas d'accord avec ce qu'il disait ou ce qu'il faisait, les gens ne pouvaient pas contester qu'il avait un amour profond du pays, un amour profond des gens et une empathie très forte, ce qui est très difficile parce qu'une fois qu'on est au pouvoir, on est souvent coupé des réalités. Jamais lui. On a été frappé, vous l'avez dit, par le nombre de dirigeants ou d'ex-dirigeants étrangers, un homme d'État résolument tourné vers l'international, ami de dirigeants étrangers pas toujours fréquentables, comme on le dirait aujourd'hui. Je pense évidemment à Vladimir Poutine. Beaucoup de dirigeants et d'ex-dirigeants africains aussi. Je voudrais juste vous lire cette phrase du journaliste Antoine Glaser. Chirac, dernière incarnation de cette France-Afrique qui joue sur les relations personnelles avec les présidents. Voilà ce qu'a écrit Antoine Glaser. Je vous vois
faire oui de la tête, Christine Albanel. Est-ce que c'est aussi ça qu'il faut retenir de Jacques Chirac? Oui, je crois que ce que disait Hélène Conway-Mouret est tout à fait juste, en fait. C'est-à-dire, il y avait à la fois les relations personnelles, c'est certain, la France-Afrique, en effet, ça existait, c'est vrai. Il y a aussi un autre élément qui était le fait que beaucoup de... les gens se sentaient reconnus aussi dans leur culture, dans leur civilisation, et très valorisés. C'est-à-dire, ce n'était jamais une relation paternaliste, parce que Jacques Chirac était profondément heureux quand il se rendait dans ces pays. Et curieux. Très curieux, plein de respect, en fait. Il n'avait aucune espèce d'idée de hiérarchie, tout au contraire. Il avait plutôt tendance souvent à trouver que certaines cultures lointaines, c'est tout le projet du Quai Branly en réalité, étaient presque plus intéressante, au moins, en tout cas, aussi intéressante que la culture occidentale. Donc, il était un peu seul, au fond, dans ce cas, dans ce profil. Et je pense que, du coup, il y avait beaucoup de sympathie, beaucoup de reconnaissance de cette espèce de respect mutuel et de ces échanges. Et ça s'est ressenti aujourd'hui, Hélène Conway-Mouret, par la présence de plusieurs dizaines de dirigeants étrangers. Oui, il ne faut pas oublier que nous avons un siège permanent au Conseil de sécurité et que la parole de la France est entendue et forte. Et donc, cette présence-là fait que, quand le président français s'exprime, eh bien, sa parole porte, est importante. Et on l'a bien vu, un certain nombre, notamment pour la guerre en Irak, ce discours a marqué tous les esprits. Et aujourd'hui, vous savez, souvent, il y a une très longue carrière politique et puis il y a un événement, alors bon ou mauvais, ça peut être dans les deux cas de figure, pour lequel la personne sera rappelée. Et là, pour Jacques Chirac, je pense que c'est la guerre en Irak. Mais moi, ce que je voulais dire quand même sur l'Afrique, c'est que on parle de bilan un peu contrasté. Et quand je disais tout à l'heure que c'est vrai, quand on a un petit peu de recul ou de distance avec le pays et qu'on est peut-être émotionnellement plus sensible à ce qui est dit, moi, je me souviens d'un discours en 2001 au Cameroun, très fort sur l'Afrique. Et quelque part... un petit peu une dette que nous avions par rapport à certains comportements. Et puis, en même temps, bien, la France-Afrique a perduré. Et donc, c'était alors, aujourd'hui n'est pas le jour de parler du côté sombre. Voilà, pourquoi pas, mais non, Jacques Chirac vient d'être inhumé. Je pense que voilà, il y a quand même période de respect, mais et puis tout cela ne sert à rien. Mais je pense que les historiens en parleront en leur temps. Mais c'est vrai que pour l'Afrique, il y a à la fois des beaux moments, des annonces fortes et une volonté, peut-être qui était liée, pour ceux qui le connaissaient mieux que moi, à une certaine vision. Quand on parle de bête politique, je pense qu'il avait un instinct très très fort où il était capable de faire des déclarations qui étaient un peu visionnaires. Puis après, dans les faits, on s'est dit que ça ne s'est pas forcément toujours passé comme on l'aurait souhaité ou comme ça avait été annoncé. Voilà, c'est simplement cet élément-là. Ça veut dire être plus finalement plus visionnaire que révolutionnaire parfois. En fait, c'est un peu ça. Politique étrangère, révolutionnaire, c'est plus compliqué. Mais vous parliez de personnages infréquentables en évoquant Vladimir Poutine. La vocation de la France, c'est de parler à tout le monde. Ça, c'est le gaullisme. Et je pense que Jacques Chirac a incarné... Non, entre parler et être ami, c'est un peu différent. On voit que là, il avait des relations personnelles. Amitié, tout dépend ce qu'on entend par là, mais voilà, on doit parler à tout le monde. Et ce qui manque certainement aujourd'hui, c'est cela, la volonté d'ostraciser certains et puis d'imaginer que les problèmes vont se régler comme ça. Et parfois, effectivement, en allant jusqu'au conflit armé. Voilà, le gaullisme, et Chirac l'a incarné parfaitement, c'est le contraire de cela. C'est la France qui parle au monde entier. On n'est pas forcément d'accord avec tout le monde, mais en tous les cas, on doit se parler. Et que Poutine ait été là, je trouve ça très bien. J'ai été extrêmement... pas dire déçu, mais surpris de la réaction des Américains qui n'ont réagi que dimanche après-midi au décès de Jacques Chirac. Heureusement que Bill Clinton était là, mais bon, j'ai trouvé que c'était pas très correct. Alors on sait pourquoi, on a compris pourquoi. Parce que la guerre en Irak, Chirac a dit non, et pour des raisons évidentes aujourd'hui. À l'époque, il faut se resituer dans le contexte. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu pour ceux qui défendaient Chirac à l'époque, et même dans son propre camp, certains l'ont très vertement critiqué. Voilà, Chirac, c'était comme ça, il avait une vision du monde, il souhaitait parler avec tout le monde, et ça a pu aller jusqu'à s'opposer à notre principal allié et à lui dire non. Voilà.
Alors ça, c'était pour le volet étranger. Cet hommage spécial a aussi été rendu dans les écoles aujourd'hui. Une minute de silence a été observée cet après-midi à 15h dans les établissements scolaires du pays. Le gouvernement souhaitait que les enfants lui rendent hommage. D'ailleurs, les enseignants étaient aussi invités à évoquer Jacques Chirac en classe, avec plusieurs documents mis en ligne par le ministère de l'Éducation, comme le discours du Veldiv en 95 ou l'appel pour le climat en 2005. Roger Carucci, pour vous, cette minute de silence, ça a été une initiative heureuse ou malheureuse? Certains l'ont critiqué, cet appel lancé aux enseignants pour qu'ils fassent respecter une minute de silence. Dire que c'était l'acte essentiel, non. Ce qui était l'acte essentiel, c'était la journée de deuil national. Après, dès qu'on dit il faut faire une minute de silence dans les écoles, une minute de silence dans les administrations, on sait que malheureusement, ça veut dire que tel ou tel syndicat ou telle organisation va dire pourquoi et non et tout. Donc on rentre dans une polémique qui ne m'est pas apparue forcément très utile. Ceci étant, franchement, Jacques Chirac eût-il été un saint, il y aurait eu des contestations sur la minute de silence. Donc on ne peut pas trouver de bonnes solutions. Non, je ne suis pas surpris. Moi, je pense que ceux qui l'ont observé, comme on l'a fait au Sénat, comme on l'a fait un peu partout, c'est bien. Parce qu'au-delà des clivages politiques, quand quelqu'un qui a été chef de l'État en France pendant 12 ans disparaît, il y a au-delà des choix politiques, à la fois la décence, la reconnaissance et le fait de se dire, si ce pays veut avoir un avenir commun, peut-être qu'un jour, il faudra se décider à avoir une histoire commune. Et si on veut une histoire commune, il faut avoir un minimum de respect par rapport à tous ceux qui ont dirigé ce pays. Vous êtes tous d'accord avec cela, Christine Albanel ? Oui, moi je partage. Je pense qu'il ne faut pas toujours céder devant toutes les intimidations par avance, en se disant « Ah non, ne faisons pas ça parce que ça risque de provoquer des problèmes ». Je trouve qu'on va souvent très très loin dans cette voie. Je pense qu'il est normal d'avoir fait observer cette minute de silence. Je pense qu'aujourd'hui, Jacques Chirac était suffisamment consensuel pour que tout le monde puisse l'observer sans état d'âme. Oui, c'est intéressant que vous disiez ça parce que pour ne rien vous cacher, ce matin, on entendait des témoignages sur France Info, notamment de jeunes de Seine-Saint-Denis, Philippe Dallier, qui disait bah oui, mais le bruit et l'odeur, nous, ça passe pas. On n'a pas envie de rendre hommage à ce président qui a parlé du bruit et l'odeur d'éventuels immigrés ou fils d'immigrés. Et il y a eu ce genre de contestation. Oui, enfin, résumer Jacques Chirac à cela, quand on sait l'engagement qui a été le sien sur les cultures, la différence entre cultures, sur le respect dû aux uns et aux autres, sur cette non-hiérarchisation des civilisations et des cultures, son action en France et la barrière étanche qu'il avait instaurée vis-à-vis de l'extrême droite, résumer Chirac à cette phrase qu'on peut considérer peut-être effectivement comme malheureuse, franchement, c'est regarder les choses par le tout petit bout de la lorgnette. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas comment se sont passées les choses dans les écoles de Seine-Saint-Denis. On le verra probablement dans les jours qui viennent. Oui, on le verra dans les journaux. Un petit J'espère que les choses se sont correctement passées. Hélène Conway-Mouret. Oui, écoutez, c'est une minute de respect où, voilà, ça permet peut-être pour certains de faire revivre certains souvenirs, souvenirs contrastés. Hein, on n'est pas dans l'adoration, on n'est pas, voilà. Mais je pense que c'est pas mal aussi dans cette vie où tout va tellement vite, où on prend plus le temps de s'arrêter jamais, où on communique par le biais des tweets et ainsi de suite. Franchement, de s'arrêter pendant une minute, je pense que c'était bien. On a regardé un petit peu dans les livres d'histoire. Les écoles étaient fermées pour les obsèques de Charles de Gaulle et de Georges Pompidou. Et pour François Mitterrand, une minute de silence avait également été observée. Vous vous en souvenez aussi ? Oui. Et quand il y a un deuil national, c'est un minimum. Je veux dire, attendez, chef de l'État, Jacques Chirac l'a été 12 ans, le général de Gaulle l'a été 11 ans. Je ne sais pas, enfin, on peut se dire ça n'a aucune importance, on est très pressé, on ne regarde que devant nous, on ne respecte plus rien. Mais dans ces conditions, alors c'est plus la peine de dire que nous formions une seule nation. Allez, ces derniers jours, on a quand même été frappés par l'émotion globale de tous les Français. Ils sont venus en masse lui dire au revoir hier aux Invalides. Ils ont parfois attendu des heures, regardez, pour se recueillir devant son cercueil. Ils l'ont même fait toute la nuit, jusqu'à 7h ce matin. Ils aimaient leur ancien président. Une émotion partagée par Laure Darcos, la sénatrice LR de l'Essonne, qui elle aussi a bien connu Jacques Chirac. Et Tam Tranu, vous êtes à ses côtés en salle des conférences au Sénat. Laure Darcos, vous étiez tout à l'heure à la messe hommage qui a été donnée pour Jacques Chirac en l'église Saint-Sulpice. Qu'est-ce que vous avez bien ressenti en ce moment-là ? Écoutez, bien évidemment, ça c'est un lieu commun de le dire, mais une émotion extrêmement forte. Vous faisiez partie des proches de l'ancien président. Oui, vraiment. Enfin, bien évidemment, enfin, je l'avais côtoyé quand mon mari était son ministre pendant près de 4 ans. Mais on avait aussi des liens privilégiés. Enfin,
J'ai souvent raconté, mais il a été vraiment à mes côtés pendant mon premier cancer et je l'oublierai jamais. Et c'est quelqu'un vraiment, en effet, de très, très, très humain. Donc, bien évidemment, quand on l'a vu arriver, son cercueil dans l'église, je pense que un sanglot général a pris absolument tout le monde. Mais ce que j'ai ressenti aussi, au-delà d'une musique absolument magnifique, enfin moi j'adore le Requiem de Fauré, d'avoir Marienbaum au piano, c'était juste extraordinaire. C'était une réunion de famille. Et en fait, je me suis mise avec les membres de ces gouvernements pour être à côté de mon mari. Et on se retrouvait, pour certains, on ne s'était pas vu depuis un petit moment, pour d'autres, on n'a pas arrêté de se côtoyer depuis 25 ans. 30 ans même pour certains, et c'était une réunion de famille, j'ose le dire, de l'ancien monde. Oui. Et c'est ça qui me marque le plus, c'est qu'une page se tourne définitivement avec lui, de cette époque-là où on faisait de la politique autrement. Oui, un hommage français et puis aussi un hommage international. On a vu les visages très émus de Saad Hariri, on a vu Bill Clinton venir bien sûr aussi. C'était un hommage digne de sa stature. Oui, c'était très important et même pour nous de voir ça parce que c'était vraiment la reconnaissance ultime d'avoir été un chef d'État mais également d'avoir rayonné à l'international comme rarement après ses successeurs ont pu le faire. Bien évidemment, on a en mémoire ce qu'il a pu dire sur l'Irak et on en voit encore aujourd'hui les conséquences sur un Moyen-Orient complètement fissuré, déséquilibré. L'intervention à Jérusalem. Voilà, l'intervention à Jérusalem où il reste encore une idole là-bas. Je suis allée encore l'année dernière, il y a des t-shirts encore à son effigie et vraiment les relations qu'il pouvait en effet avoir avec la Russie et donc cet ultime hommage même en effet des chefs d'État étrangers était très important. Un mot pour conclure sur le Chirac personnel, vous l'avez mentionné au début de cette interview, c'était un homme attentionné qu'il a été à votre égard, même lorsqu'il occupait les plus grandes fonctions. Et ça n'a pas été que pour vous, d'autres l'ont raconté. Non, oui, je pense que vraiment on a tous nos anecdotes. Moi j'étais très très liée à toute son équipe à l'Élysée et après la messe, c'est vrai qu'on s'est tous retrouvés en sanglots dans les bras les uns des autres. Et je pense qu'on a tous chacun notre petite anecdote et ça n'est pas... voilà, simplement anodin de dire ça. Et puis permettez-moi d'avoir une pensée vraiment très très forte pour Madame Chirac qui n'était pas là à Saint-Sulpice. Elle était ce matin, donc j'avais quelques proches qui avaient été à la messe aux Invalides. Elle n'était pas là et je pense beaucoup à elle, bien évidemment. À Claude, parce qu'elle a été extraordinaire hier, je crois, auprès des gens qui faisaient la queue pendant des heures et des heures. Mais Madame Chirac, voilà, je pense que sa vie, elle aussi, a basculé une fois de plus la semaine dernière et elle était présente vraiment dans nos cœurs, dans le mien particulièrement, parce qu'elle m'a beaucoup aidée quand j'étais conseillère départementale. Bien, merci beaucoup, Laure Darcos, pour ce témoignage. Merci. Merci à vous, Tam, et merci évidemment à la sénatrice Laure Darcos qui nous a fait part de son émotion qu'on a beaucoup ressentie sur ce plateau. Christine Albanel, un homme attentionné, Jacques Chirac, comme le dit Laure Darcos. Plus qu'attentionné, Jacques Chirac il y a beaucoup de témoignages en ce sens, mais c'est vrai que par exemple les dimanches matins, il était dans son bureau et il passait vraiment toute la matinée à téléphoner en fait à toutes sortes de proches ou parfois de beaucoup moins proches pour prendre des nouvelles d'un fils malade, d'une femme hospitalisée, etc. Ça, c'était vraiment... Et d'ailleurs, Laure Darcos y a fait allusion quand elle a parlé de son cancer. Ça, c'est une chose que je l'ai toujours vu faire. Et il pouvait téléphoner tous les jours à quelqu'un pendant 10 jours ou plus. Oui, il était très très attentionné. On se sentait accompagné et protégé. Je vous parlais de l'hommage des Français tout à l'heure. On a vu ces longues files d'attente de ces Français qui sont venus lui rendre hommage. On a le sentiment que les Français aiment toujours davantage leur président lorsque celui-ci n'est plus au pouvoir. Parce que lorsqu'il est au pouvoir, l'heure est plutôt au désamour. On a retrouvé un sondage de décembre 1995. Jacques Chirac est alors au pouvoir depuis 7 mois. Et vous allez regarder ce chiffre, 22% d'opinion favorable, 22% seulement. Voilà la cote de popularité de Jacques Chirac en décembre 1995 selon une enquête Ipsos. Pour vous donner une idée, 7 mois après son élection, Emmanuel Macron était à 54% selon Odoxa. Et aujourd'hui, il oscille entre 28 et 30%. Qu'est-ce que ça vous inspire, Roger Carucci, de voir cela ? D'abord, quand on prend les sondages, il faut les prendre de manière
totalement neutralisé. Parce que vous dites décembre 95, on est en plein dans les grandes grèves, où tout le monde marche à pied dans la neige. Pour vous dire qu'il est descendu très bas. Et donc, effectivement, quand il y avait une grève illimitée dans les transports, je ne suis pas sûr que les gens vouent un amour fou au président de la République quand vous vous dites je vais mettre 2 heures pour y aller, 3 heures pour revenir, si je peux revenir. Donc forcément, il y a des périodes. Il y a des périodes. Deuxième élément, oui, c'est vrai que la nostalgie l'emporte parfois sur la réalité. Donc c'est assez courant que les chefs d'État, mais même le général de Gaulle, je vous rappelle que quand même, il a été battu au référendum de 69, il a été mis en ballottage au présidentiel de 65, et depuis 50 ans, tout le monde dit c'est le meilleur, le plus grand président de la Ve République. Parce que... Ce qui est vrai. C'est évident. Mais tout le monde est d'accord, donc puisque tout le monde... Non, plutôt de Gaulle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'histoire qui fait le jugement final. C'est pas l'immédiat, c'est pas le quotidien. Donc moi je pense que dans 5 ans, 1 an, peut-être qu'on verra un peu l'équilibre entre les anciens présidents de la République. Je pense que De Gaulle restera, par définition, du fait de l'action, du fait du personnage historique, du fait de tout ce que l'on veut, très haut. Mais Jacques Chirac remontera parce que on oubliera les aspérités de la décision et on retiendra le côté humain et proche des gens. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je pense qu'il faut distinguer le regard que les Français peuvent porter sur l'action politique de Jacques Chirac, avec du positif et du moins positif, du regard qu'ils ont fini par porter sur l'homme Jacques Chirac. Et ça s'est construit dans le temps. Qui pourrait conforter quelques dirigeants actuels. Oui, mais vous savez, des carrières comme celle-là, je pense qu'on n'en connaîtra plus. Et moi qui ai commencé à militer pour Chirac en 1980, j'avais 18 ans. Je vous assure qu'à l'époque, quand on allait sur les marchés en Seine-Saint-Denis, on nous traitait de fachos, enfin, toutes les caricatures que l'on connaît. Et il a fallu toute cette évolution. Et d'ailleurs, Chirac en est peut-être aussi un peu responsable parce qu'il n'a jamais voulu dévoiler sa véritable personnalité, en tous les cas tout ce qu'on appelait son jardin secret. Et je pense qu'aujourd'hui, le regard que portent les Français sur l'homme Jacques Chirac est radicalement différent de ce qu'il a. Qu'est-ce qu'on vous a dit ces derniers jours? Ce qu'on nous a dit, c'est ce que vous avez vu à la télévision, ces files d'attente, effectivement, c'est le métro à 18h, comme disait Malraux du RPF. Et ça fait chaud au cœur, parce que quand on a connu toute cette période et quand on s'est engagé politiquement pour lui, on sait combien ça a été difficile. Et là, le regard a complètement changé. Mais c'est aussi la durée qui permet cela. Je ne suis pas certain qu'à l'avenir, avec des parcours politiques que l'on veut de plus en plus courts, où on zappera tous les 5 ans, je pense qu'on ne connaîtra plus de parcours comme celui-là. Christine Albanel, oui. Oui, puis il y a aussi, je crois qu'il y a aussi toute cette nostalgie d'une époque. Oui, je pense que Jacques Chirac l'incarne peut-être complètement. C'est vrai que quand on voit toutes ces photos où il est en train de fumer, de se gaver de charcuterie, etc. Tout ce côté extrêmement bon vivant, l'épisode avec la députée en Corrèze, blonde, qui est tellement passée. Les gens ont l'impression que c'est la quintessence du français, que c'est la quintessence du français, et ils n'ont pas envie de le perdre, ce français-là, sous, je dirais, un excès parfois de politiquement correct, d'hygiénisme, d'interdit, etc. Et il y a aussi une part de communication fabriquée, orchestrée. Et d'une espèce de super communication qui fait de l'artificiel et non pas du vrai. Oui, on manque d'authenticité. Hélène Conway-Mouret. C'est vrai que c'était une période complètement différente, une sorte de vent de liberté dans la façon de se comporter, d'ailleurs avec les bons et les mauvais côtés. Je crois que certaines choses qui peuvent aujourd'hui être reprochées à Jacques Chirac ne pourraient plus être aujourd'hui parce qu'il y a la transparence partout, parce qu'il y a une sorte de contrôle continu qui est exercé à la fois par la société, par les médias, par les réseaux sociaux, par tout ça, qui fait que on se dit que finalement ce président-là avait encore la liberté de vivre un peu comme tout un chacun, et c'est peut-être pour ça que les Français aussi s'identifient à cet homme-là, bon vivant, souriant, et qui quand même profitait de sa stature, de ses grands bras, de ses grandes mains, et de sa voix. Il ne faut pas négliger la voix d'un président, elle est très très importante, celle de François Mitterrand avec un ton, celle du général de Gaulle à son époque. Ce sont quand même des lettres. Moi, dans mon panthéon intime, les voix font partie aussi de ces messages-là. Il n'y a pas que les images. Et je crois qu'il a joué de tout cela, et il en a très bien joué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il aurait quelques difficultés, je crois, à être la même personne. Peut-être aussi, juste un mot, peut-être aussi que les gens se disent, il a beaucoup souffert. On l'a beaucoup blessé. Ça, c'est vrai aussi. Rappelez-vous des Guignols où on le voyait transpercé. Moi, je me souviens encore d'une période, les années antérieures, où on nous disait,
Chirac ne sera jamais élu président. Oui, c'est vrai. Il passe mal à la télé, les gens, il n'y a pas le contact. Et on se dit, la persévérance, la volonté, la force de caractère et finalement le naturel l'ont emporté sur tout le reste. Et je vous sens tous très nostalgiques ce soir. C'était une belle séquence nostalgique. Merci en tout cas. Merci à tous les quatre d'avoir participé, non pas à ce débat évidemment, mais à cette discussion. Vous l'aurez compris. Allons plus loin encore sur Jacques Chirac. Toujours, on va s'intéresser à son bilan institutionnel. Il est riche. Sous ses mandats, 14 réformes ont été votées. On le sait peu, mais il a fait graver dans la Constitution l'interdiction de la peine de mort. Et c'est lui aussi, et vous le savez peut-être cette fois, qui a réduit la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. On voit tout cela avec nos invités après les explications de Flora Sauvage. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 1995, Jacques Chirac suscite un immense espoir à droite. En accédant à la plus haute fonction de l'État, il met fin à 14 ans de socialisme et lance une série de réformes sur la sécurité sociale et les retraites. Mais très vite, le gouvernement Juppé devient impopulaire. Sur les conseils de Dominique de Villepin, alors secrétaire général de l'Élysée, Jacques Chirac décide de recourir à l'article 12 et de dissoudre l'Assemblée nationale. L'intérêt du pays commande d'anticiper les élections. J'ai acquis la conviction qu'il faut redonner la parole à notre peuple afin qu'il se prononce clairement sur l'ampleur et sur le rythme des changements à conduire pendant les 5 prochaines années. Paris perdu, la gauche plurielle de Lionel Jospin arrive en tête des élections législatives. Pendant 5 ans, Jacques Chirac va devoir partager le pouvoir avec son Premier ministre Lionel Jospin. En 2000, au vu du consensus politique sur le quinquennat à droite comme à gauche, le chef de l'État organise un référendum pour réduire le mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Ça n'était pas forcément sa volonté, mais c'est devenu une nécessité parce qu'il pensait que sa réélection serait plus facile si elle se faisait pour 5 ans. Là encore, ce n'est pas un succès. Malgré le oui qui l'emporte, 70% des électeurs ne sont pas allés voter. La France est désormais gouvernée par un président de la République élu pour 5 ans qui s'appuie sur une majorité stable. Un bouleversement pour les institutions de la Ve République. L'inversion du calendrier a provoqué ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une déperdition du contre-pouvoir parlementaire. Et en cela, il porte une responsabilité historique. Au total, au cours des 12 années de la présidence Chirac, 14 révisions de la Constitution ont été opérées. Au-delà de la charte de l'environnement en 2007 et de modifications à la marge, l'apport le plus important au plan institutionnel aura été l'instauration du quinquennat. Et avec nous pour dresser ce bilan institutionnel de Jacques Chirac, Anne Levade, bonsoir. Bienvenue, professeure de droit public, présidente de l'Association française de droit constitutionnel. Jean-Philippe de Rosier, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Lille. Nous attendons Benjamin Morel qui devrait nous rejoindre dans quelques minutes. Et Dominique Rousseau est également avec nous. Bienvenue, professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1. Merci à tous les trois d'être ici. On a entendu ce chiffre qui vous a tout de suite interpellé. Est-ce qu'il y a bien eu sous le mandat, les mandats Chirac, Dominique Rousseau, 14 révisions de la Constitution? Oui, 14 révisions de la Constitution. Certaines étaient des révisions obligées soit par les traités internationaux, soit par des censures du Conseil constitutionnel. Et d'autres étaient des révisions obligées. Vous avez parlé par exemple du quinquennat. Jacques Chirac ne voulait pas du quinquennat. On y viendra, mais bien sûr. En 99, il disait ce serait une erreur d'instaurer le quinquennat. Et c'est une proposition de loi constitutionnelle de Valéry Giscard d'Estaing, appuyée par Jospin, qui, en quelque sorte, est une alliance Giscard pour se venger de 81 et Jospin pour obliger Jacques Chirac à faire cette révision constitutionnelle. Il ne voulait pas les 5 ans. Oui, on va y venir en détail. Effectivement, on va même entendre une archive. Anne Levade, Jacques Chirac n'était pas non plus quelqu'un qui révisait la Constitution de manière compulsive. C'était parfois donc subi. C'était pas une lubie. C'était pas quelque chose. De manière générale, c'est vrai qu'à partir, et avant même donc Jacques Chirac, à partir du début des années 90, on a une multiplication des révisions constitutionnelles qui sont liées en particulier à l'Europe et aux engagements internationaux. Pour mettre en cohérence, en fait, à chaque fois qu'on ratifie un traité, notre Constitution avec ces traités. C'est d'ailleurs le plus grand nombre des révisions constitutionnelles sur les 24 depuis 1958. On l'oublie, et ce sont des révisions qui sont toutes passées par la voie du Congrès, considérant que ce sont des révisions à caractère technique. Dès lors que la France s'engage à respecter un traité, il est normal qu'elle fasse en sorte qu'il n'y ait pas de blocage constitutionnel. Après, je pense que sans doute la révision à laquelle il était le plus attaché, c'est celle
rappel de la Charte de l'environnement, parce que même si ça n'est pas lui qui l'a porté in fine, mais c'est en tout cas une révision qui pour lui avait une signification particulière. C'est lui qui avait initié ce mouvement-là. Je n'ai pas le sentiment effectivement que son obsession était de réviser les institutions. Il faut dire aussi qu'on était à une époque où l'idée de réviser la Constitution n'apparaissait pas autant qu'aujourd'hui comme la marque d'un président de la République. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose qui s'associait, c'est venu davantage à partir de 2008, avec la révision de 2008 sous Nicolas Sarkozy, ce n'était pas vraiment associé à l'idée que c'était un passage obligé dans un septennat. On ne gagnait pas en popularité si on le faisait. Peut-être une petite nuance, globalement. Et après, on terminera ce tour de table avec Jean-Philippe de Rugy. Peut-être une petite nuance, c'est qu'en 1995, lorsqu'il a été élu pour la première fois, il engage immédiatement une révision de la Constitution sur 2 points quand même importants. Le premier, c'est la session parlementaire qui devient désormais unique, permanente. Et le deuxième objet, c'est la modification du référendum pour que désormais les Français puissent être consultés sur les questions économiques, sociales et les services publics y afférents. Il n'y a pas encore environnemental, ça viendra en 2008. Donc autrement dit, il étend le champ du référendum et il étend la session parlementaire. Mais il n'utilisera pas. Mais il ne l'utilisera en tous les cas. Pour le référendum. Il n'utilisera pas le référendum. Pour la session parlementaire, oui. Et ça, c'est 95, aussitôt après son élection. Et presque bis repetita en 2002, où il est réélu. Il faudra attendre 1 an pour voir aboutir la révision constitutionnelle de 2003, où là aussi, sur la décentralisation, l'organisation décentralisée de la République, où là aussi, c'est quand même une empreinte très forte qui est donnée. C'est le tandem Chirac-Raffarin à l'époque, mais c'est la révision de grande ampleur en termes de nombre d'articles de la double mandature Chirac, on ne peut même pas dire double septennat, double quinquennat, parce qu'il a fait septennat puis quinquennat. C'est sans doute pas celle qui a eu le plus gros impact, sans doute que celle qui a eu le plus gros impact au terme d'équilibre institutionnel, c'est le quinquennat, et qui est sans doute la moins importante justement en termes d'ampleur de modification du texte constitutionnel. Mais est-ce qu'il ne souffrait pas de révision compulsive? C'est quand même le président qui a révisé 14 fois la Constitution. Toutes les révisions sont de son initiative. Alors même le quinquennat, il l'a quand même reprise pour pas que l'enfant lui échappe. Et donc, c'est quand même le plus grand nombre de révisions. Il y en a eu 24 au total sur 61 années d'existence de 5e République, dont 14 sur 12 ans sous la présidence Chirac, auquel on peut même en ajouter 2 autres, lorsqu'il était Premier ministre entre 1974 et 1976, initiés par Valéry Giscard d'Estaing, mais qui ont été menés par Jacques Chirac en tant que Premier ministre. Alors, la réforme la plus emblématique, vous l'avez dit, c'est évidemment ce quinquennat, référendum organisé en 2000. Les Français sont appelés à dire s'ils veulent oui ou non que le mandat présidentiel passe de 7 à 5 ans. À l'époque, Jacques Chirac ne donne pas de consigne de vote, mais effectivement, il ne cache pas qu'il est contre, souvenez-vous. J'ai réfléchi avec expérience. Eh bien, j'estime que ce serait une erreur, que ce qu'on nous propose aujourd'hui, ce quinquennat, sous une forme ou sous une autre, serait une erreur. Et donc je ne l'approuverai pas. Et j'assumerai par conséquent, pour répondre, ma mission jusqu'à son terme. Et alors, les Français jugeront et en tireront toutes les conséquences. Alors, Anne Levade, on a un petit peu de recul. Est-ce qu'il avait raison d'être contre ? Alors, je veux d'abord dire une chose avant de répondre à la question, c'est que je trouve que c'est intéressant qu'ils disent ça en 1999, donc 1 an avant la révision, alors que l'un des arguments en faveur du quinquennat, c'était ne plus vivre de cohabitation. Or, lui, on a vécu une directement, 86-88, en étant Premier ministre, une deuxième indirectement avec Édouard Balladur, Premier ministre, et là, il est en pleine cohabitation difficile, puisque provoquée par la dissolution qu'il a décidée, et une cohabitation de 5 ans. Et donc, c'est intéressant de voir que, même lui, en tant que président de la République, et en ayant expérimenté les 2 côtés, si j'ose dire, de l'opération, ça n'est pas un argument qui lui semble déterminant. Est-ce qu'il avait raison? C'est toujours J'ai conscience compliqué. que la question est vaste. Non, mais c'est pas ça. C'est toujours compliqué de se demander ce que serait aujourd'hui notre monde institutionnel si le quinquennat n'avait pas existé. On peut faire le bilan de ce qu'a provoqué le quinquennat, une accélération du temps politique qui peut-être aurait eu lieu malgré tout, parce que ça ne tient pas uniquement à la réduction du mandat parlementaire. Ça tient aussi à la personnalité de ceux qui ont été présidents de la République après Jacques Chirac, et en particulier d'ailleurs de Nicolas Sarkozy dans le tandem
en quelque sorte qu'il a fait avec François Fillon. Après, rétrospectivement, le fait est que comme cette accélération est une espèce de course folle contre la montre, sans doute, si le mandat durait 7 ans, ça donnerait une respiration institutionnelle plus importante. Donc le problème n'est pas de savoir si c'était pour les bonnes raisons ou pour de mauvaises raisons à l'époque qu'il le pensait. C'est très difficile de dire si les choses seraient différentes aujourd'hui. C'est vrai que ça a concouru à une transformation et à une présidentialisation qui fait qu'a priori, on ne devrait plus avoir de cohabitation, effectivement. Et lorsqu'on regarde les différents mandats présidentiels, d'une certaine manière, les présidents ont tous fait 5 ans. Mitterrand a été élu 7 ans, mais il a gouverné de 81 à 86, un quinquennat. Après, c'est 86-88, une cohabitation. Il est réélu en 88, mais il fait 88-93, 5 ans. Si vous prenez Giscard d'Estaing, à partir de 76-78, il laisse Raymond Barre. Et on se souvient du barrisme plus que du giscardisme. Pompidou, bon, c'est... Donc vous voulez nous dire que finalement, je veux dire que le rythme de la Ve République est plutôt sur 5 ans. Alors on a officialisé d'une certaine manière cette durée par cette réforme. Est-ce que ça a changé les choses ? Ce qui a changé les choses, c'est le fait qu'il y a eu donc une remise en ordre du calendrier électoral qui fait qu'il y a eu d'abord la présidentielle et ensuite la législative. Les législatives sont devenues après, donc seconde, donc secondaire, et par conséquent, il y a eu une espèce d'automaticité. Ce qu'on demandait aux Français, vous avez voté pour Hollande, donnez-lui une majorité de gauche. Vous avez voté pour Sarkozy, donnez-lui une majorité de gauche. On a voulu jouer sur l'électeur rationnel. Hein. Oui, mais presque une élection pour rien, finalement. Vous le voyez bien au niveau des résultats. Les législatives, il y a beaucoup plus d'abstention législative parce que les Français pensent que c'est joué. C'est plié à la présidentielle, le reste, ça suit. Mais ce n'est pas tout à fait une élection pour rien, parce que les législatives sont véritablement les élections qui vont donner au président le pouvoir dont il a besoin. S'il n'en bénéficie pas, s'il n'a pas la victoire, mais vu le calendrier, effectivement, il y a un effet d'entrain. Mais si François Hollande avait mieux gagné les législatives en 2012, son quinquennat aurait été différent. Jacques Chirac, en 2002, il est le premier à expérimenter justement et le quinquennat, l'élection du quinquennat, et le calendrier qui vient rétablir la logique institutionnelle. D'abord les présidentielles, ensuite les législatives. Jacques Chirac, en 2002, réussit l'exploit d'être à la fois le président le moins bien et le mieux élu de la Ve République. Le moins bien parce qu'il a tout juste 13,75% des inscrits au premier tour, mais il gagne avec 82, et quelques pourcents des votants au second tour. Mais il voit là poindre à nouveau le spectre de la cohabitation. Parce qu'il se dit, mince, les Français ne veulent pas forcément de moi, la gauche est plutôt majoritaire, elle est éclatée, c'est pour ça que Lionel Jospin ne s'est pas qualifié, je vais encore me farcir 5 ans de cohabitation s'il gagne les législatives. Donc je crée une machine à gagner qui s'appelle l'Union pour une majorité présidentielle. Le premier nom de l'UMP, c'était pour une majorité présidentielle. C'est un pari gagné, parce qu'il remporte le meilleur score qu'un parti politique remporte aux élections législatives de toute l'histoire de la Ve République, encore mieux que la République En Marche en 2017. Et effectivement, là, il établit, premièrement, que les Français n'aiment pas la cohabitation. Ils s'y résignent s'ils n'ont pas le choix, mais ils ne la choisissent pas. Ils vont dans la logique présidentielle, ils ont élu un président, ils lui donnent une majorité pour gouverner. Et deux, qu'effectivement, c'est ça la logique de la Ve République, on désigne un chef pour conduire une mission politique, sa campagne électorale, ses engagements électoraux, et on lui confie une majorité, éventuellement atténuée, pour mener à bien sa mission. Et on a un petit peu le même exercice en 2017, parce que Emmanuel Macron a créé son parti pour gagner la présidentielle, mais rien ne disait qu'il pouvait gagner les législatives derrière, parce qu'il n'y a pas 577 Macron dans les 577 circonscriptions. Alors ce quinquennat, quel bilan, bonne ou mauvaise réforme? On a également posé la question à Hervé Marseille, président du groupe Union Centriste au Sénat. Il est au micro de Tam Tranui en salle des conférences du Sénat. Hervé Marseille, on va parler ensemble du bilan institutionnel de Jacques Chirac. Et ce bilan, c'est avant tout le passage du septennat au quinquennat. Qu'est-ce que ça a changé pour vous au fonctionnement de nos institutions ? Écoutez, c'était effectivement une réforme, pour ne pas dire la réforme marquante, j'allais dire, des années Chirac. Je ne sais pas si, à l'expérience, c'est une bonne réforme. Ah oui ? Pourquoi ? Elle a accéléré le rythme politique, le rythme de la vie politique, avec des députés élus dans la foulée, c'est-à-dire une majorité quasi automatique, un gouvernement... Genre d'enregistrement, en fait, de la présidentielle. Donc, il reste quoi ? On voit bien aujourd'hui qu'entre un président fort,
un gouvernement nommé et une assemblée qui est là pour appliquer les propositions législatives, il ne reste plus que la rue pour s'exprimer. On l'a vu avec les Gilets jaunes, puisque on voit bien combien les syndicats sont affaiblis, combien les partis sont eux-mêmes affectés. Donc, à part la rue, il ne reste pas grand-chose. Et ça, c'est dangereux. Le septennat avait aussi été synonyme de cohabitation. Jacques Chirac a bien connu la cohabitation comme Premier ministre et comme président de la République. Est-ce que pour vous, ces périodes ont été vraiment synonymes de paralysie, comme certains l'ont dit, ou est-ce qu'elle avait aussi son utilité? Non, je crois que les institutions ont montré leur force, leur puissance, puisqu'on a pu traverser des cohabitations qui finalement ont permis le bon fonctionnement des autorités publiques. Je crois surtout que Jacques Chirac, comme l'a dit un de vos confrères ce matin dans la presse écrite, il a surtout été aimé pour ce qu'il fut, pas pour ce qu'il fit. Et sa personnalité, son personnage chaleureux, j'allais dire avec une espèce de nostalgie de la politique d'hier, on fumait, buvait de la bière, on mangeait, on était ensemble, ça n'a plus rien à voir. Il a été dit aussi que c'était une période où c'était dur pour la France, mais où c'était plus sympa. Oui, c'était plus humain. On va dire que l'humain était plus au centre de la réflexion politique. Je crois que Jacques Chirac n'a pas utilisé le formidable ressort qu'a été son élection de 2002 face à Jean-Marie Le Pen, où il a été élu avec 80% des suffrages au deuxième tour, c'est-à-dire un soutien immense dans la population. Vous le regrettez ? Et on peut regretter pour la France qu'il n'ait pas suffisamment utilisé cette période pour rassembler davantage et pour, j'allais dire, faire les réformes que la France aurait pu recevoir, parce qu'on voit bien aujourd'hui la difficulté de réformer. Une forme de regret, donc, Hervé Marseille, dans cette période d'hommage. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Tam, et merci à Hervé Marseille. Benjamin Morel nous a rejoint sur ce plateau, docteur en sciences politiques, maître de conférences en droit public à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas. C'est le moment pour vous de nous dire si oui ou non, pour vous, cette réforme, la transformation du septennat en quinquennat a été une bonne réforme. A posteriori, non. Il était probablement assez difficile de le déceler, même si certains l'ont fait au moment où elle a été votée. A posteriori, non, mais elle s'est accompagnée d'une évolution du temps politique. On était à une période où les réseaux sociaux n'existaient pas, où ils étaient embryonnaires, où les chaînes d'information en continu n'existaient pas également, et où, d'une certaine façon, un président qui partait 3 semaines en vacances, eh bien, ça n'inquiétait personne. Aujourd'hui, on voit très clairement que l'accélération du temps politique est liée au quinquennat, mais pas que. Ce qu'en revanche interdit le quinquennat, c'est la cohabitation. Et paradoxalement, eh bien, la fonction présidentielle a été un petit peu chahutée par cette absence de cohabitation, parce que sous la Ve République, si on accepte le général de Gaulle, les présidents qui ont été réélus l'ont toujours été après une période de cohabitation. En interdisant la cohabitation, paradoxalement, jusqu'à présent, alors rien n'est fait pour les prochains quinquennats, mais jusqu'à présent en tout cas, on a rendu assez difficile la réélection d'un président de la République, et en ça on a également accéléré le rythme des alternances, et la situation d'éclatement politique que l'on connaît aujourd'hui est un peu le fruit de cette accélération multifacteur. Alors le passage du septennat au quinquennat n'a pas été la seule réforme constitutionnelle d'envergure. Jacques Chirac a aussi fait réformer le statut pénal du chef de l'État, on y reviendra peut-être avec vous. Il a fait inscrire dans la Constitution l'interdiction en France de la peine de mort. Et il a fait ajouter, et vous le disiez Anne Levade, dans la Constitution, une charte de l'environnement. Il s'en était d'ailleurs vanté, c'était lors de ses vœux à la nation, souvenez-vous. La France est le premier pays au monde à avoir inscrit en 2005 une charte de l'environnement dans sa Constitution. En février, elle accueillera une conférence internationale pour accélérer la marche vers une organisation mondiale de l'environnement. Jean-Philippe de Rosier, là aussi un fait majeur qu'on a un peu oublié. À tort, c'était déjà les prémices d'une... Non, c'est pas un fait majeur. C'est pas un fait majeur. Non. Déjà, la charte de l'environnement est très mal écrite. Et désolé, je dis les choses d'être clair et d'être direct. Elle est très mal écrite parce que elle prescrit des droits et des devoirs dont on ne connaît pas bien les titulaires. Si c'est le citoyen lambda, voire le justiciable lambda, c'est grave. Et ensuite, c'était plus symbolique que véritablement. J'allais dire presque juridique. C'est juridique parce que c'est dans la Constitution. Il y a des conséquences juridiques, évidemment, mais elles n'ont même
passons sur le quinquennat. La réforme des collectivités territoriales, que vous n'avez pas mentionné, mais qu'on mentionnait en début de cette émission, est d'une ampleur bien plus importante que cette réforme sur l'environnement. Donc c'était presque plus politique, c'était une volonté de Jacques Chirac. C'est pas forcément mal qu'une constitution mentionne l'environnement dans son texte, qu'elle le mentionne de la façon dont le fait la charte, ça je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Un fait mineur, Dominique Rousseau, ou en tout cas pas majeur? Non, moi je pense que c'est important. C'est important. Sur l'écriture, il faut bien voir l'époque dans laquelle on se situe, le début des années 2000, une première prise de conscience de ce qu'on appelle aujourd'hui la question écologique, que Chirac préférait d'ailleurs le terme écologie et environnement. Et dans la charte, vous avez un certain nombre de principes, le principe de précaution, on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe à Rouen. On a le droit pour les citoyens de participer à la consultation de tous les projets environnementaux. Donc il y a, on est en 2003, 2004, 2005, il y a dans cette charte, comment dire, le début de ce qui va devenir et politiquement et juridiquement important. Je pense, par exemple, aujourd'hui, dans le projet de révision de la Constitution, s'il va jusqu'au bout, je crois qu'il est question de mettre dans l'article 1er de la Constitution. Donc, si vous voulez, on a là l'amorce de ce qu'on appelle un nouvel objet du droit constitutionnel, qui avant n'intéressait pas les constitutionnalistes, qui est l'environnement. Donc, je pense que cette charte, alors, dont on peut toujours discuter la rédaction, bien entendu, quand c'est pas soi qui rédigeons, c'est toujours mal rédigé, mais je pense que c'est le premier pas vers la prise de conscience que l'environnement ou l'écologie doit être inscrit dans le texte le plus important dans un pays qui est la Constitution. Et il va ouvrir la voie. Je ne dis pas que Greta Thunberg est la petite fille de Jacques Chirac, mais en tous les cas, notre maison brûle et on regarde ailleurs, que vous le vouliez ou non, Greta Thunberg, elle ne dit pas autre chose. Et Chirac l'a dit. Alors est-ce que c'est lui qui l'a dit? Est-ce que c'est Nicolas Hulot? Peu importe. Mais enfin, il l'a dit. Et je pense que le fait d'avoir voulu inscrire dans la Constitution cet nouvel objet du droit constitutionnel me paraît un point très important. Donc il y a je ne dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Je dis qu'elle le dit mal, mais je ne dis pas le contraire. C'est important. Alors, mon objectif n'est pas de les mettre d'accord tous les deux. Moi, je suis très hostile en soi aux révisions constitutionnelles à portée symbolique, parce que je trouve que la Constitution n'est pas le lieu de faire du symbole, mais de faire du droit. Cela étant, je trouve que la Charte de l'environnement n'est pas que du symbole, loin s'en faut, et notamment, ça a cette vertu particulière d'être un texte distinct de la Constitution. Parce que vous le savez, en tête de la Constitution, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, réaffirmée en 58, le préambule de la Constitution de 46, qui donc énonce des droits, qui sont nos textes fondateurs en quelque sorte. Et la Charte de l'environnement, je trouve que, quoi qu'on puisse dire de la qualité rédactionnelle, mais je ne sais pas si le préambule de 46 ou la Déclaration des droits de l'homme sont sur le plan de la rédaction juridique d'une qualité parfaitement rigoureuse, et si on les écrirait de la même manière aujourd'hui. En revanche, ce qui est sûr, c'est que je crois qu'il y a eu de ce point de vue-là une espèce de pressentiment ou de prescience de la part de Jacques Chirac et de ceux qui l'entouraient, comme s'ils avaient vu venir que cette question environnementale ou écologique allait être en quelque sorte le nouvel universalisme. Et de ce point de vue, en faire quelque chose de rang constitutionnel, mais à part, et c'est là que j'ai un point de nuance, par exemple, avec l'idée d'introduire dans l'article 1er de la Constitution la biodiversité. Oui, l'initiative d'Emmanuel Macron. L'article 1er, pour moi, de la Constitution, c'est les caractères de la République. Et donc la biodiversité, aussi importante soit-elle, n'a de mon point de vue rien à faire dans les caractères de la République. En revanche, je trouve que ce texte, qui par ailleurs aujourd'hui a des conséquences juridiques, représente un moment clé, alors oui, juridique et politique, de prise de conscience. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est un texte important et une réforme importante. Benjamin Morel. Oui, je souscris absolument à cette analyse. Je pense qu'en effet, la place de cette charte était dans le préambule. Et je crois que il ne faut pas non plus... Alors, il y a un problème rédactionnel, probablement, mais il y a le texte et également la façon dont on l'interprète. Aujourd'hui, d'une certaine façon, la portée de cette charte, elle est également limitée
par une interprétation peut-être un peu pusillanime du Conseil constitutionnel ou du juge ordinaire. Donc là, il y a peut-être une question à creuser qui n'est pas simplement liée à la volonté du constituant à ce moment-là. Et ensuite, en effet, il ne faut pas faire d'anachronisme. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des Grünen qui sont entre 25 et 30% en Allemagne, si on prend les enquêtes d'opinion. On a un parti Europe Écologie Les Verts qui a plutôt fait une bonne campagne des européennes. On a des questions écologiques qui remontent, que ce soit chez les démocrates américains ou chez le mouvement 5 étoiles en Italie. Mais à l'époque, la période n'est pas du tout à la mise en avant de ces thèmes écologistes. Ils sont encore relativement minoritaires dans le débat public. Il faut se souvenir du score de Noël Mamère en 2002. Et ils sont extrêmement minoritaires également dans les préoccupations des Français à cette époque. Avoir le courage politique de dire « c'est un point essentiel, on joint ça au préambule de la Constitution », c'est tout de même un geste qui, politiquement, ne rapporte pas beaucoup de voix, mais symboliquement est très important. Et c'est aussi à ça qu'on reconnaît un grand homme d'État. Et je voudrais qu'on aborde un troisième chapitre dans cette discussion ou ce débat, comme vous le voulez. Jacques Chirac a-t-il affaibli les institutions de la Ve République? Une question que je vous poserai à vous, après vous avoir lu un extrait de l'édito du politologue Olivier Roucan, qu'on reçoit d'ailleurs sur ce plateau régulièrement. C'est à lire dans le Huffington Post. Et il est intitulé « Les années Chirac ont aggravé la crise de la Ve République ». Voilà ce qu'il nous dit. Il prend entre autres illustration l'épisode du référendum sur le traité de Maastricht. Voilà ce qu'il écrit. Le 29 mai 2005 affaiblit durablement la France dans l'Union, mais surtout, sur le plan institutionnel, l'échec référendaire fragilise la présidence. Jacques Chirac fait comme si de rien n'était. Est-ce que vous attribueriez, il nous reste quelques minutes, peut-être Jean-Philippe de Rosier, à ce grave échec à Jacques Chirac? Je ne pense pas qu'il en porte la responsabilité. Je pense que d'autres partis politiques portent davantage de responsabilité de l'échec de ce référendum, qui n'était pas le traité de Maastricht, le traité de Rome, pour la Constitution pour l'Europe. En revanche, ce qui est certain, c'est que Jacques Chirac est le seul président de la République à avoir été doublement désavoué par les Français dans la première moitié de ces deux mandats, en 97 puis en 2005. Alors en 2005, on n'est plus vraiment dans la première moitié, mais en tout cas, on est passé au quinquennat, donc voilà. Et il est resté au pouvoir. Là où le général de Gaulle, dès qu'il est désavoué par référendum, il démissionne. C'est ce que déplore Olivier Roucan. On peut rendre à César ce qui est à César. Le général de Gaulle avait dit « si c'est non, je me retire ». Jacques Chirac n'avait jamais dit que s'il perdait, il se retirait, que ce soit la dissolution ou le référendum. Donc je ne pense pas que Jacques Chirac porte la responsabilité de cet échec. Maintenant, c'est incontestable que lorsque l'on est ainsi doublement désavoué par les Français au cours de ces deux mandats, bien, il y a une perte de légitimité qui affaiblisse les institutions. Alors, il nous reste 3 minutes pour répondre à cette question. Est-ce qu'il a fait du bien ou du mal, finalement, à la fonction présidentielle et aux institutions? Alors, simplement pour le jeu, je vais défendre la thèse inverse de mon collègue. D'une certaine manière, on peut dire qu'il a sauvé la Ve République en acceptant la cohabitation. Imaginez qu'en 86, Jacques Chirac ait dit je ne veux pas être le Premier ministre de François Mitterrand et que personne n'accepte d'être Premier ministre de François Mitterrand, on allait vers une crise institutionnelle. Qu'est-ce qui serait passé? Une nouvelle dissolution, Mitterrand qui démissionne, etc. S'il n'a pas fait. Donc il a accepté de jouer le jeu des institutions et paradoxalement d'ailleurs, si vous voulez, il a donné, alors qu'il est gaulliste, en tous les cas attaché à la famille gaulliste, il a donné une interprétation, je dirais, primo-ministérielle. D'un seul coup, le pouvoir passait de l'Élysée à Matignon. De même qu'ensuite de 93 à 95 et de 97 à 2002. Donc on a un Jacques Chirac qui a accepté finalement que ces institutions soient modelées. Cette souplesse. Des institutions qui peut être soit présidentielle, soit primo-ministériel. Alors évidemment, avec le quinquennat, les choses sont maintenant plus compliquées, ou plus simples, si je veux dire, mais en tous les cas, je crois que de ce point de vue-là, il a sauvé la Ve République. Il nous reste 1 minute 30, je vais vous demander de conclure relativement rapidement. Anne Levade et Benjamin Morel.
Vraiment, pour revenir sur l'épisode du référendum sur la Constitution européenne, moi je ne crois pas qu'il y ait une responsabilité ès-qualité du président de la République. Je crois qu'il y a une génération politique qui n'a pas imaginé un seul moment, il suffit de revoir par exemple Simone Veil à l'occasion de certains débats sur cette période-là, que l'Europe pouvait être rejetée et que les arguments qui seraient développés conduiraient à ce que le non l'emporte. Donc ça, je crois que c'est vraiment un épisode à part, sans doute révélateur de choses qui se passent ensuite, mais je ne crois pas que là, Jacques Chirac ait une responsabilité quelconque. Après, moi, je rejoins ce que dit Dominique Rousseau, c'est-à-dire qu'il est l'illustration tangible de la plasticité de la Ve République, depuis le début d'ailleurs, parce qu'encore une fois, seul Premier ministre quand même qui démissionne de ses fonctions et qui le dit et qui l'assume. Et c'est en ça aussi que sa vie est intimement liée à la Ve République. Benjamin Morel, il a été ministre sous tous ses prédécesseurs. C'est la rupture, si vous voulez, je pense, avec la vision gaullienne de la Ve République. Et c'est très différent. C'est à la fois l'héritier du gaullisme et en même temps, ça va en être le fossoyeur. Il va en être le fossoyeur à travers, en effet, cette pratique des institutions, à travers le fait qu'il ne démissionne pas et qu'il accepte d'être Premier ministre de cohabitation. C'en est également le fossoyeur à travers le passage de l'appel de Cochin au soutien au traité de Maastricht. Donc là, il y a une vraie rupture. Et enfin, avec la création de l'UMP, la fin, d'une certaine façon, de cette famille gaulliste indépendante à côté de la famille centriste. Et je vous remercie infiniment tous les quatre d'avoir tenu en une demi-heure pour nous parler de l'héritage institutionnel de Jacques Chirac. Merci infiniment. On se retrouve nous demain de 17h30 à 19h30. Ce seront désormais les horaires du mardi. Demain, l'invité d'Oriane Mancini dans Bonjour chez vous sera Olivier Faure, premier secrétaire du PS. Bonne soirée sur Public Sénat.